Vous écoutez La Voix de la jeunesse sur Étincelle Radio, la voix des jeunes pour le renouveau démocratique. Notre émission spéciale aujourd'hui porte sur la motion du Parlement fédéral contre la Chine. La motion contre la Chine a été présentée à la Chambre des communes cet automne, le 17 novembre 2020, par le député conservateur Michael Chung. La motion et le débat montrent le refus de résoudre pacifiquement les problèmes dans les relations internationales et en font une question de lutte entre factions, de promotion d'intérêts commerciaux et de positions anti-chinoises hystériques. Voici le texte de la résolution. Début de citation. Que, étant donné que la République populaire de Chine, qui est dirigée par le Parti communiste chinois, menace les intérêts nationaux du Canada et les valeurs de la population canadienne, y compris les Canadiens d'origine chinoise en territoire canadien, qu'il est essentiel que le Canada se dote d'une politique étrangère rigoureuse et fondée sur des principes appuyés par des actions de concert avec ses alliés, la Chambre demande au gouvernement a. De prendre une décision au sujet de l'implication de Huawei dans les réseaux 5G du Canada dans les 30 jours suivant l'adoption de la présente motion. B. D'élaborer un plan robuste, comme le fait l'Australie, pour lutter contre l'ingérence de plus en plus forte de la Chine au Canada et l'intimidation sans cesse croissante des Canadiens vivant au Canada, et de le présenter dans les 30 jours suivant l'adoption de la présente motion. Fin de la citation. En présentant la résolution, Michael Chung a dit que bien que le gouvernement libéral ait, je cite, réalisé certains accomplissements en matière d'affaires étrangères, fin de la citation, comme la renégociation de l'accord de libre-échange avec les États-Unis dans son ensemble, je cite, la politique étrangère globale du gouvernement nous déçoit. Fin de la citation. Il a déclaré, je cite, c'est à propos de la Chine que le gouvernement libéral nous a le plus déçus. La Chine n'assume pas les responsabilités qui sont les siennes dans l'ordre mondial international fondé sur les règles où nous évoluons. Elle fait fi des conditions de son entrée à l'Organisation mondiale du commerce. Elle manipule sa monnaie en utilisant des entreprises d'État pour nuire à l'économie d'autres pays. Elle enfreint le droit international de la propriété et fait subir aux Canadiens Michael Kovrig, Michael Spavor, Gary Schellenberg et Hussein Khalil un traitement qui est également contraire au droit international. Elle ne respecte pas non plus le droit international lorsqu'il s'agit des Hongkongais et des minorités religieuses et ethniques comme les Tibétains et les Ouïghours. En somme, la Chine menace nos intérêts et nos valeurs. Fin de la citation. Les débats en chambre, retranscrits dans le Hansard, contiennent l'ensemble de déclarations et des questions des députés qui s'opposent pour la forme, mais qui essaient de renchérir pour prouver qui sera le meilleur pourfendeur de la Chine. Notre émission porte sur ce que cache toute cette affaire. Bonne écoute. Le retour de l'hystérie du péril jaune. La Chambre des communes examine une motion qui incite à l'hostilité envers la République populaire de Chine. Les partis cartélisés s'engagent sur la voie imprudente de faire la guerre aux prétendues tentatives chinoises de miner les institutions démocratiques du Canada.
Sous prétexte d'éliminer l'ingérence étrangère du processus politique du Canada, la résolution criminalise les Canadiens et les résidents permanents d'origine chinoise et, de manière générale, attise un climat hystérique, raciste, anti-chinois. C'est une reprise de l'approche raciste et colonialiste qui, au début du 20e siècle, accusait les personnes originaires d'Asie de constituer un péril jaune. Une définition du terme péril jaune dans le dictionnaire est, je cite, le pouvoir ou le prétendu pouvoir des peuples asiatiques de menacer ou de détruire la suprématie de la civilisation blanche ou occidentale. Selon Wikipédia, c'est une métaphore colorée qui présente les peuples d'Asie orientale comme un danger existentiel pour le monde occidental. Selon le dictionnaire Collins, le péril jaune a été inventé en Europe après la défaite militaire de la Chine par le Japon en 1895 et a été initialement appliqué au Japon pour créer une peur d'invasion face à la montée en force des puissances d'Asie orientale. La peur de l'invasion s'est poursuivie au 20e siècle et a été renforcée par diverses représentations racistes d'orientaux aux allures sinistres dans des livres et des films. Parmi celles-ci, on peut citer la création de l'écrivain anglais Sax Rohmer, le génie insidieux et diabolique de Dr. Fu Manchu. Au début de la Première Guerre mondiale, en l'absence d'invasion réelle, le discours sur le péril jaune a commencé à s'estomper, mais la création de la peur au sujet de la Chine et des immigrants d'Asie de l'Est s'est poursuivie avec d'autres expressions dénigrantes en appui aux politiques racistes d'immigration au pays et à l'agression impérialiste à l'étranger. Pour revenir à la Chambre des communes, la motion mérite également l'attention des Canadiens pour son mode opératoire insidieux. Le droit des citoyens et des résidents d'exprimer leur opinion sur les affaires internationales est en train d'être transformé en une question de personnes, je cite, dupées par une puissance étrangère. La pratique internationale, voire le droit des pays de promouvoir leurs intérêts économiques, comme le fait le Canada partout dans le monde, est considérée comme acceptable pour le Canada et les États-Unis, mais pas pour la Chine. Au nom de la sécurité nationale, le Canada, les États-Unis et les autres pays de l'Alliance des services de renseignement du Groupe des Cinq peuvent autoriser des entreprises comme Google, Twitter, Facebook et d'autres à surveiller leurs citoyens, parce que cela est considéré comme démocratique. Mais si la Chine le fait, c'est considéré comme dictatorial. De même, la domination de la gouvernance du Canada par des partis cartélisés, qui servent tous l'oligarchie financière internationale, est considérée comme démocratique, tandis que la domination du Parti communiste de Chine sur la gouvernance en Chine est considérée comme une dictature. Le pouvoir des intérêts privés domine ce discours qui définit ce qui est dans l'intérêt national du Canada. Ces intérêts privés se sont emparés de l'État des États-Unis, auquel ils ont également subordonné l'État canadien. Ils utilisent leur appareil de désinformation et leur budget pour mettre tout le poids de l'État à contribution dans leur effort pour éliminer les concurrents. Les peuples des pays qui composent le système impérialiste d'État sont censés prendre parti.
Selon David Vigneault, directeur du Service canadien de renseignement de sécurité, le SCRS, je cite, « Le monde devient plus petit et plus concurrentiel. Et les États cherchent naturellement à tirer profit du moindre avantage pour se positionner en chef de file dans une économie mondiale lucrative. Cette soif de concurrence pousse des acteurs étatiques hostiles à mobiliser tous les éléments du pouvoir de l'État pour faire progresser leurs intérêts nationaux. Cette menace représente le plus grand danger pour la sécurité nationale du Canada et peut avoir de terribles répercussions sur la croissance économique, la capacité d'innover, la souveraineté et les intérêts nationaux du pays. C'est la raison pour laquelle le SCRS échange régulièrement maintenant avec divers intervenants de l'ensemble du gouvernement du Canada, du secteur privé et du secteur de la recherche pour en apprendre davantage et pour conseiller sur la nature des menaces éventuelles afin qu'ils puissent mieux se préparer et protéger leurs importants travaux. » Fin de la citation. Cette citation provient du rapport public du SCRS 2019, des renseignements et des conseils fiables pour un Canada sûr et prospère, en mai 2020. Cet aveu que les intérêts nationaux du Canada sont servis par les services de sécurité qui défendent les intérêts des oligarques financiers et économiques dans leur rivalité pour dominer les marchés et les sphères d'influence, montre dans quelle mesure ils trouvent eux-mêmes des justifications pour mobiliser tous les éléments du pouvoir de l'État, dans le sens de leur propre positionnement dans cette économie mondiale lucrative, poussée par leur soif de concurrence. Cela confirme la grave menace qui pèse sur les peuples. Dans le modus operandi établi, cette rivalité ne peut que conduire à l'agression, à la guerre et à l'ingérence à l'étranger, et à la répression des mouvements des peuples au pays et à l'étranger. Les peuples se battent pour un monde nouveau, où les économies sont organisées de manière à répondre aux besoins de la population et où les relations internationales, y compris le commerce, sont fondées sur l'avantage mutuel et où les conflits d'intérêts sont résolus de manière pacifique. Vigneault félicite le gouvernement d'avoir adopté la loi de 2017 sur la sécurité nationale qui a reçu la sanction royale en juin 2019. Cette loi a été largement contestée par les Canadiens lorsqu'elle a été présentée par le gouvernement Harper, puis adoptée par le gouvernement Trudeau, avec des amendements d'apparence pour faire croire que les droits étaient protégés. Selon le directeur du SCRS, les modifications ont, je cite, « réglé certains problèmes et conféré au SCRS quelques nouveaux pouvoirs, mais il reste encore du travail à faire. » Fin de la citation. Il appelle plus explicitement à un renforcement des pouvoirs de police quand il écrit qu'il faudra pousser la réflexion plus loin encore pour faire en sorte que le SCRS dispose des outils dont un service de renseignement moderne a besoin dans le contexte de la menace d'aujourd'hui et celui de demain. Un des exemples de contexte de la menace d'aujourd'hui, autour duquel la communauté de la sécurité crée l'hystérie actuelle, est la prétendue ingérence étrangère dans la distribution des vaccins de la COVID. Selon Catherine Tooney de CBC News le 17 décembre 2020, CSIS warns of threats to vaccine distribution chain. Il est important de souligner le rôle prépondérant et occulte par définition des services de renseignement des groupes des 5 dans le processus décisionnel. Ces services agissent comme ils l'entendent sans que les citoyens ne sachent jamais ce qu'ils font et comment ils le font. Les décideurs au sein du gouvernement agissent également comme ils l'entendent. En imposant des conceptions de sécurité, de paix et de démocratie tirées de la période de la guerre froide, ils montrent que leurs agissements sont intéressés. Les intérêts que ces conceptions servent et ceux qui les servent ne reconnaissent pas et représentent encore moins les membres du corps politique dont les voix ne sont pas entendues, voire dont les voix sont totalement absentes de ce qui se passe pour le débat.
Tous les partis de la Chambre des communes soutiennent cette motion. Ils se chamaillent sur des détails, comme à savoir si elle doit être adoptée ou non avant d'être examinée par le comité spécial sur les relations sino-canadiennes, qui est lui-même un instrument de propagande contre la Chine, et dont le but est de cacher le désespoir de ceux qui veulent éliminer la Chine comme concurrent. Les évaluations des menaces émises par les services de renseignement canadiens sont remplies de messages qui ciblent la parole et les associations jugées menaçantes pour la sécurité nationale. Le Parti marxiste-léniniste du Canada a déclaré qu'il s'oppose au recours à la menace d'une ingérence étrangère dans les élections et ou de nos institutions démocratiques et ou de notre mode de vie pour justifier la violation des droits de parole et d'association des Canadiens. Selon toute définition moderne qui mérite d'être qualifiée de démocratique, le peuple a le droit de s'opposer à l'ingérence de l'État lorsqu'il est question de son droit de pouvoir s'exprimer et s'associer librement. Une motion contre la Chine est actuellement devant la Chambre des communes et les évaluations actuelles par les agences de renseignement des menaces à la sécurité nationale montre que l'approche du gouvernement libéral et du Parti conservateur, qui se considère comme le gouvernement en attente, est d'autoriser les pouvoirs de police à surveiller de près les discours et les activités politiques pour y rechercher une menace étrangère. Nous sommes censés croire que l'opposition à l'ingérence étrangère résoudra la rivalité interimpérialiste féroce pour les marchés, les ressources de matières premières et de main-d'œuvre bon marché et les zones d'exportation de capitaux et d'influence en faveur du Canada. Donner à la machine de guerre des impérialistes américains et à leur alliance militaire agressive de l'OTAN un contrôle absolu sur les technologies 5G et 6G résoudra-t-il les problèmes auxquels l'humanité est confrontée? Ou d'autant les problèmes fondamentaux qui affectent notre système électoral non représentatif? La réponse est non. Selon le gouvernement libéral et les partis cartélisés à la Chambre des communes, le seul problème auquel sont confrontés notre système électoral et nos institutions démocratiques est l'ingérence d'États étrangers, hostiles et d'acteurs non étatiques hostiles. Cela est considéré comme une question de sécurité nationale et vraisemblablement d'unité nationale également.
Le problème, identifié à maintes reprises par les Canadiens, selon lequel notre système électoral, appelé démocratie représentative, et nos institutions démocratiques ne représentent pas les opinions de la majorité de la population, n'est pas abordé. Il n'en reste pas moins que ce système électoral est conçu pour priver le peuple du pouvoir et pour perpétuer une caste dirigeante qui paie les riches. Les préoccupations des agences de renseignement et des forces de sécurité dominent le discours pour masquer le fait que l'État a été mis au service de la rivalité impérialiste américaine avec la Chine et que l'économie de guerre américaine convoite les grands progrès que la Chine a réalisés dans la mise en œuvre de l'intelligence artificielle à des fins pratiques. Cela aggrave la crise dans laquelle les processus électoraux et politiques s'enlisent. Il ne fait rien pour créer la confiance qu'ils peuvent réaliser un mandat qui est le résultat de la participation politique des Canadiens. La surveillance policière du discours politique à la recherche d'acteurs étrangers malveillants ne résoudra pas le problème des fausses nouvelles que ces acteurs étrangers sont censés générer. Impliquer la population civile et les partis politiques à collaborer à leurs activités d'espionnage ne mettra pas fin au discours et à la désinformation qui se font massivement par le biais des réseaux de communication qui se sont déjà constitués et ceux qui se mettent en place aujourd'hui. Loin de là, pour faire croire que les États étrangers hostiles et les acteurs non étatiques sont le problème, les agences de renseignement elles-mêmes diffusent de fausses nouvelles et mènent un grand nombre d'activités perturbatrices par le biais de leur réseau de communication. L'exemple récent de ce que l'Inde a fait à l'échelle mondiale, y compris au Canada, en est un bon exemple. Les activités déjà révélées et celles non encore dévoilées des services de renseignement auxquels le Canada a été intégré, qui font exactement les mêmes choses, en est un autre. L'affirmation des agences de sécurité selon laquelle leur surveillance du discours politique ne vise pas la défense d'une cause et la manifestation d'un désaccord légitime est ridicule. On nous dit que la défense d'une cause et la manifestation d'un désaccord légitime font partie intégrante de la démocratie, par opposition à l'ingérence étrangère clandestine ou trompeuse. Mais les critères pour décider qui et quoi peut faire l'objet d'une enquête et être ciblé par les opérations de surveillance et ce qui sera considéré comme légitime sont tous gardés cachés au nom de la sécurité nationale. Les enquêtes et la surveillance visent à découvrir des menaces qui peuvent, pour des motifs raisonnables, être soupçonnées de constituer une menace pour la sécurité du Canada, nous dit-on. En d'autres termes, les opinions et le discours politique seront ciblés dans les opérations de surveillance pour sauvegarder la sécurité nationale. La prétention est que ce n'est pas en faisant respecter les droits que nous défendons la sécurité nationale, mais en les violant. L'une des menaces à la sécurité nationale que les agences de renseignement ont citées dans le passé est de discréditer les institutions libérales démocratiques afin de faire progresser des modèles de gouvernance alternatifs. Qu'y a-t-il de mal à faire progresser des modèles de gouvernance alternatifs? Selon quelle définition peut-on dire que faire progresser des modèles de gouvernance alternatifs est une menace pour la sécurité du Canada? Qui détermine la définition et par quel processus?
Certes, la définition même de la démocratie donne au peuple le droit de décider quel modèle de gouvernance répond à ses besoins. Comment ce droit peut-il être enlevé au peuple au nom de la sécurité nationale en prétextant que c'est la police et non le peuple qui est responsable de la préservation des institutions démocratiques? Si les agences de sécurité s'inquiètent de savoir qui constitue une menace pour nos institutions démocratiques, nous leur suggérons de tourner les yeux vers le gouvernement du parti au pouvoir et les partis cartélisés, dont les actions quotidiennes changent de facto le modèle de gouvernance démocratique issu de la rébellion contre le gouvernement par décret. Ce sont leurs manigances intéressées qui ont jeté le discrédit sur les institutions démocratiques, les partis cartélisés, le gouvernement et la Chambre des communes. Il est inacceptable, par quelque définition ou norme que ce soit, à l'exception de celle d'un État policier, que sur la base de rapports de renseignement et de discussions avec des représentants élus, le SCRS puisse être autorisé à prendre des mesures raisonnables et proportionnées pour porter atteinte au droit de s'exprimer et de s'associer. Une telle activité policière est indéfendable dans un pays qui se dit démocratique et qui prétend que c'est le peuple, et non les agences policières de l'État qui déterminent quelles opinions sont dans l'intérêt du progrès et de l'avancement du Canada et lesquelles ne le sont pas. Accuser d'autres pays de tyrannie et de régime dictatorial alors que ces termes ne sont pas définis d'une manière qui signifie quelque chose de rationnel dans les conditions actuelles, ne peut cacher le fait qu'on blâme les autres de ses propres fautes. Hey, qu'est-ce que c'est tu veux qu'il dit de plus? Il a tombé en amour avec une espionne russe qui fumait des super slim au milieu de la nuit, quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, il ne se souvient plus, mais se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Se souvient de ses cheveux, se souvient de son odeur, et se souvient de la prendre et ainsi perdre son cœur. Ainsi perdre son cœur. Se souvient de la prendre, se souvient de l'odeur. Cherchait dans les ruelles, il cherchait dans les bars. Y a-t-il quelqu'un qui a vu cacher mon cœur quelque part? Il déterrait les arbres, détruisait les gazons. Ouais, il cherchait tout partout en dessous de chaque buisson. Quand il marchait sur le trottoir, les gens changeaient de côté pour pas voir de tout son chest que lui avait laissé. Mais moi je m'ai arrêté, je regardais dedans. J'ai dit hey, tout est ok, couche-toi, laisse passer le temps. Laisse passer le temps. Je dis alright man, couche-toi, laisse passer le temps. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse pour guérir. Et en 2 temps, 3 mouvements, mais je suis mis à courir. Maintenant c'est à mon tour de ne pas pouvoir dire plus. Là j'ai tombé en amour avec une espionne russe. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse pour guérir. Et en 2 temps, 3 mouvements, mais je suis mis à courir. Maintenant c'est à mon tour de ne pas pouvoir dire plus. Là j'ai tombé en amour avec une espionne russe. 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 Hey, qu'est-ce que c'est tu veux qu'on dise au juste? On a tombé en amour encore une fois de plus avec une fille qui fumait des clopes au milieu de la nuit, quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, on ne se souvient plus, mais on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. On se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Ouais, on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Tombé en amour avec une espionne russe. Tombé en amour avec une espionne
des évaluations des menaces d'inspiration étrangère contre le Canada. Cet automne, le 16 novembre, le Centre canadien pour la cybersécurité du Centre de la sécurité des télécommunications, le CST, a publié une évaluation des cybermenaces nationales 2020. Pour juger de cette évaluation, il est important de connaître les critères utilisés. Or, ces critères ne sont pas expliqués ouvertement et ne sont pas soumis à la discussion. Au contraire, on doit discerner les critères soi-même et réfléchir sérieusement à quels critères serviraient les peuples lorsqu'il s'agit de discuter de la sécurité nationale. Sans fixer les points de référence qui servent les peuples et la société, les faits saillants du Centre pour la cybersécurité ne sont pas remis en question. En plus, ces critères sont utilisés par le gouvernement, par les partis cartélisés ayant des sièges à la Chambre des communes et les agences de l'État à tous les niveaux pour adopter des lois, criminaliser les individus et les collectifs et financer la production de guerre. Le résumé du rapport du Centre pour la cybersécurité du CST énumère ce qu'il appelle 7 faits saillants. On y affirme entre autres que des auteurs malveillants continueront à tenter de voler la propriété intellectuelle portant sur la lutte contre la COVID-19 pour appuyer leurs programmes de santé publique nationaux ou tirer profit de la reproduction illégale de cette propriété par leur propre société. Comprendre pourquoi la Chine, la Russie et l'Iran auraient besoin de voler la propriété intellectuelle portant sur la lutte contre la COVID-19 alors qu'ils ont leurs propres intellectuels qui sont parmi les meilleurs au monde, demande beaucoup d'imagination. Cela illustre le haut niveau de paranoïa que les agences de renseignement essaient de répandre. La création de l'hystérie contre les pays ciblés est la même méthode qui a été utilisée dans la période récente lorsque l'hystérie contre les musulmans et l'islamophobie ont été promues et poussées au paroxysme pendant que d'autres étaient accusés de xénophobie. Tous les musulmans étaient considérés comme des terroristes ou des terroristes potentiels, et des pays entiers ont été envahis et bombardés, ont été la cible d'assassinats, de tortures, de la guerre, des drones et de tous les crimes inimaginables contre des êtres humains. On peut apprécier comment les cercles dirigeants créent de l'hystérie pour attaquer la Chine en ce moment et organiser l'infiltration de groupes terroristes à la justification qu'ils donnent que ces actions défendent les Ouïghours, qui sont des musulmans, en but à l'hostilité présumée du gouvernement chinois. Pendant ce temps, les pogroms organisés par le gouvernement au pouvoir en Inde contre la population musulmane sont passés sous silence. Des arguments similaires sont utilisés pour justifier l'infiltration du Tibet et l'organisation de l'instabilité contre la Chine dans la région. Tout cela n'est qu'une reprise de la désinformation organisée par l'État pour maintenir le corps politique dérouté, divisé et submergé afin qu'il n'établisse pas un ordre du jour qui sert les intérêts et ceux de l'humanité. Ces évaluations hystériques de la menace semblent être conçues pour empêcher le peuple de s'attaquer à ce que les dirigeants eux-mêmes préparent. Cela comprend notamment de décider ce qui constitue une menace cybernétique, un crime et une guerre cybernétique, lesquels justifient une agression. Ces évaluations reposent sur une conception qui vise à diviser les Canadiens selon qu'ils soutiennent ou s'opposent à tout ce que les agences de sécurité disent être un danger pour la société. Le modus operandi est bien connu. Ce climat d'hystérie est méprisable en raison de ses conséquences antisociales néfastes dues au stress, à l'anxiété et à la criminalisation accrue des gens qui sont ainsi déshumanisés et catégorisés en tant que criminels ou traîtres, ou espions, tous des termes qui laissent entendre que ces personnes méritent tout ce qui leur arrive.
En outre, plusieurs de ces cercles ont bien saisi que les rapports qui brandissent le spectre des menaces et des dangers posés par les acteurs étrangers servent à faire pression pour obtenir un financement accru des services de sécurité et de leur arsenal d'outils et de gadgets. Les dépenses militaires massives sont consacrées à la cybersécurité qui est liée à l'industrie de la défense et de la production de guerre. Une méthode utilisée qui est bien moins comprise est comment les services de sécurité essaient d'engager le peuple dans des diversions. Une méthode est la demande que les entreprises de médias sociaux ne participent pas à l'espionnage cybernétique, ce qui est une demande juste. Cependant, les agences de sécurité manipulent le mouvement anti-guerre pour qu'il mène des campagnes qui sont alors utilisées pour masquer le fait que les grandes sociétés de médias sociaux sont financées par le département de la guerre des États-Unis dès le moment où elles apparaissent. Les efforts déployés par l'industrie de guerre pour contrôler l'intelligence artificielle mettent dans un état de frénésie les intérêts privés étroits, mobilisés et par conséquent des sociétés entières qui sont sujettes à leur évaluation des menaces sont elles aussi déstabilisées. Des sommes faramineuses sont versées à l'industrie de guerre, alors que les membres du corps politique sont criminalisés et que l'anxiété engendrée par des menaces potentielles devient un cri de ralliement pour l'unité nationale. Les découvertes scientifiques appartiennent à l'humanité. Les nouveaux développements des réseaux 5G et les avancées scientifiques des scientifiques chinois en matière de cryptage quantique sont de nouvelles formes de communication de masse créées par les forces de production sociale. Ces développements ne sont la propriété de personne. C'est la plus grande signification de ces nouveaux développements dans les expériences de communication ultra sécurisées qui sont si importantes pour le fonctionnement de tout réseau à grande vitesse. Aucune entité, qu'il s'agisse d'une nation ou d'une société, ne peut la contrôler ou la monopoliser car elle est basée sur la loi de la physique qui peut être appliquée universellement. Cela comprend les fruits de l'intelligence artificielle qui s'aventure là où la science n'a jamais même mis les pieds. La science et les découvertes scientifiques appartiennent à l'humanité. La revendication des peuples du monde est d'utiliser les produits de la révolution scientifique et technique pour le progrès de l'espèce humaine. La jeune génération est née avec cette technologie, dans un monde où les découvertes scientifiques révolutionnent toute la compréhension de l'univers jusqu'à présent. Cette génération comprend également la majorité de ceux qu'on appelle les cyberacteurs et cybercriminels. Ce genre de discours alarmiste ne peut justifier les dépenses consacrées à l'industrie de guerre et à sa capacité de destruction. Les jeunes générations développeront les capacités nécessaires pour instaurer un monde de paix, de justice et de démocratie, comme elles l'ont déjà fait à bien des égards. La nouvelle génération appartient à cette technologie et à un monde dans lequel les découvertes scientifiques sont en train de révolutionner toute la compréhension de l'univers jusqu'à maintenant. Cette génération comprend la majorité de ceux qu'on appelle les acteurs et les criminels cybernétiques. Ce genre de campagne de peur va atteindre sa limite en ce qui concerne la justification des dépenses pour l'industrie de guerre et sa capacité de destruction. Les nouvelles générations vont développer les capacités qui sont requises pour créer un monde de paix, de justice et de démocratie comme ils le font déjà de tant de manières. À l'encontre de tout cela, la perspective unilatérale et intéressée des dirigeants de ce que révèle l'ensemble des relations sociales est évidente dans chacun des faits saillants du Centre canadien de la cybersécurité.
À aucun moment, les auteurs n'envisagent que la suppression du système antidémocratique de pouvoir actuel contribuera à résoudre les problèmes auxquels la société fait face. La seule préoccupation de ceux qui ont usurpé le pouvoir par la force est d'imprégner le monde entier de leur recherche insatiable de profit, croyant à tort que cela amènera les peuples à leur céder leurs richesses sans mot dire. Tandis que les dirigeants rêvent en couleur, les peuples du monde entier continuent de réclamer à la société ce qui leur revient de droit du fait qu'ils sont des êtres humains. Ils continuent de lutter pour une société qui définira les droits sur cette base. Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications et surtout diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Au revoir, à bientôt.